épisode de Y'a pas que la data. Alors c'est un épisode un petit peu particulier puisque c'est l'épisode récap de toute l'année 2024. C'est l'épisode de Noël mais qui sort pas à Noël, qui sort un petit peu plus tard. Donc moi je suis Pierre Vanier, je suis le fondateur et PDG de la société Flint, qui est une ESN à Montpellier spécialisée dans la data, la tech, l'innovation et évidemment l'IA. Et je suis accompagné depuis maintenant un peu plus d'un an avec Thomas, qui est Machine Learning Engineer. Et donc, on est amenés tous les deux à commenter et inviter des experts de la data, de la tech et de l'IA. Et depuis un petit peu plus d'un an. Donc, cette année 2024, on a fait je crois une dizaine de podcasts. C'est allé très, très vite. On a voyagé, on a fait des conférences, on a vu des choses super intéressantes. On a vécu cette espèce de tsunami de l'IA et de l'IA générative qui roule sur nous. Donc Thomas, écoute, super, c'est un peu un épisode où on est tous les deux. C'est cool aussi de se retrouver tous les deux. C'est très très cool, bientôt un an et demi. Déjà bonne année 2025, bonne année 2025 à tout le monde. Donc là l'objectif ça va être de parler un peu de ce qui s'est passé en 2024 et ce qu'on pense peut-être de 2025. Mais pour commencer, on peut se dire entre toi et moi, c'est OpenAI qui a donné le là cette année. Ouais. Beaucoup d'innovations, ils ont vraiment fait la pluie et le beau temps. Ouais. Juste à titre d'exemple, c'est juste un exemple, hein. Vas-y. Il y a eu O1, GPT-4, Text Embedding 3, il y a eu Sora, il y a eu DALL-E, il y a eu Whisper, il y a eu des associations avec Azure AI, donc OpenAI Azure Service. Il y a eu Structure Output. Ouais. Voilà, il y a au moins là déjà 10 annonces et ils ont terminé l'année dernière en proposant 12 jours de nouveautés OpenAI. Ouais. Bon. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Moi, on a eu la chance tous les deux de les voir à la fois à Montréal et puis à San Francisco. Moi, quand j'y étais à l'OpenAI Dev Day en juin dernier, juin 2024. Et effectivement, il y a une très forte impression de rapidité, vélocité d'exécution, rapidité de sortie de nouveaux outils, quitte à des fois ce que ça soit des choses qui ne soient pas totalement sèches. Hein. Tu vois, je pense à Real-Time API qui n'était pas forcément complètement sec. Je pense à leur framework d'agents qui s'appelle Swarm qu'ils ont lancé, qui est un peu en mode R&D et qui est... donc je pense qu'ils font aussi beaucoup de test and learn. Mais c'est vrai, une grosse impression de puissance et de déroulé, d'exécution. Et puis il y a eu leur levée aussi phénoménale de je ne sais plus combien de milliards, 6 milliards je crois, au milieu de l'année. Mais en fait, c'est eux qui ont donné là, mais je pense que ça serait vraiment faire une grave erreur de penser qu'ils étaient tout seuls. Parce qu'en fait, s'ils ont couru un peu la tête, la course un petit peu en tête, tu sais, un peu comme un lièvre qui trace sa route et qui attire tous les autres derrière. En fait, ils avaient besoin aussi d'exécuter très vite parce qu'en fait, ça pousse beaucoup de partout. Toi, tu voulais revenir d'ailleurs aussi sur le côté... tous les acteurs, en fait, que ce soit les acteurs closed source, solutions sur étagère, API ou les acteurs de l'open source, ça a poussé de manière phénoménale, quoi. Ça a poussé de manière phénoménale. Déjà, il y a deux choses. C'est nécessaire pour l'innovation. Et je pense que quand on veut concurrencer Amazon, AWS, Google ou Microsoft, il faut donner le là. Sinon, on se fait manger. Et de l'autre côté, on l'a vu en fin d'année 2024. En fait, toute l'année, OpenAI a teasé Sora. Ils l'ont lancé juste à la fin de l'année. Et en fait, à côté, tu avais Google qui était prêt à tout moment, à n'importe quand, à sortir son modèle VO2 en l'occurrence. Ouais. Donc, je pense que ça fait partie, ils font maintenant partie de l'histoire, ça c'est évident. Mais de l'autre côté, il y a aussi une sorte de, je ne veux pas dire de consolidation, parce que c'est peut-être encore un peu fort comme mot pour le moment, mais les personnes, de façon générale, ont commencé à faire leur choix. Ils savaient quand utiliser ChatGPT, quand utiliser Claude, quand utiliser un autre service. Donc ça, c'était franchement intéressant. Et puis surtout, on a eu la montée en puissance de l'open source, l'open source AI. De façon générale, je crois en milieu d'année, pendant l'été, tu avais Mark Zuckerberg qui a dit, voilà, on dévoile notre modèle, on fait de l'open AI. Et finalement, ce n'était pas tout à fait vrai. On fait de l'open source.
Ouais, Ouais. c'est un peu le débat. Il y a open source et OpenAI, Ouais. c'est-à-dire que Open teste tout. source, open weight, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est la grande difficulté. Et puis à la fin de l'année, on a eu une définition un peu plus claire je crois que c'est l'Open Source Initiative, qui a commencé à mettre une définition claire sur ce que c'est de l'open source au niveau de l'intelligence artificielle, donc avec l'architecture, les poids, le code d'inférence. Et c'est des choses qui n'existent pas du tout dans le monde du software de façon générale. Mm. Donc ça a rebattu, je pense, un peu les cartes. Et ça a aussi permis, ça c'est mon point de vue, de dissocier le software en tant que tel, Ouais. beaucoup plus statique, et l'intelligence artificielle qui est aujourd'hui vraiment plus du software, on parle plus que de machine learning, qui est un peu plus dynamique avec le côté data. Ouais, d'ailleurs, ce qui est assez intéressant et que tu pointes du doigt, c'est que, et là, on l'a vu, nous, quand on était à l'EA Engineer à la conférence à San Francisco, où en fait aujourd'hui, l'AI Engineering, ça mêle de la data engineering, ça mêle du machine learning, ça mêle de la data science, ça mène de du côté DevOps, ça mène de tout le côté infrastructure, le côté qualité aussi, on pourra y revenir aussi énormément, mais c'est des énormes sujets qu'on avait d'ailleurs traités avec plusieurs de nos invités, mais je pense notamment à tout ce qui est observabilité, interprétabilité, donc être capable en fait de dire euh, d'arriver à comprendre ce qui se passe dans la boîte noire du LLM, d'arriver à potentiellement avoir des explications sur pourquoi tel ou tel résultat, d'avoir une espèce de transparence. On avait parlé avec Arnaud Loual-Allen qui travaille là-dessus, sur ces sujets, en plus de travailler sur des sujets de conformité, de normes, etc., et qui est un énorme gros sujet qui a quand même aussi beaucoup occupé le devant de la scène en 2024, avec les AI Act qui est arrivé dans le cours de l'année. Et donc, du coup, des peurs d'un côté, les Américains de l'autre côté qui tirent à boulet rouge sur l'Europe, des startups en Europe, en France, qui se disent à quelle sauce on va être mangé avec toute cette régulation. Et en fait, chacun se demande comment ne pas perdre de temps dans cette course effrénée à l'innovation et finalement l'argent, parce que de l'autre côté, même si aujourd'hui les business models ne sont pas encore complètement secs, c'est-à-dire qu'en fait on sait que OpenAI perd de l'argent sur certaines choses, donc aujourd'hui ils fournissent des sujets, des services presque soit à prix coûtant, soit même des fois à perte pour acquérir des utilisateurs. Donc vraiment une, une très grande puissance et rapidité dans le développement. Moi, j'ai eu du mal. Moi, je fais 2 heures de veille par jour et j'ai eu du mal à suivre. Donc, et il y a personne qui peut dire en 2024, c'est bon, j'étais, j'étais bien dans mes chaussures, j'ai suivi, ça s'est bien passé, etc. Ouais, Euh, ça, je suis complètement d'accord avec toi. C'est vraiment, enfin, il faut faire face à assez d'honnêteté, mais c'est impossible de tout suivre. Ne serait-ce que déjà toutes les news, elles sont impossibles à suivre, puisque encore une fois, il y a à boire et à manger. Tout n'est pas bon à prendre. Des fois, il y a des présentations, des choses réelles, des plans des sur effets la comète. d'annonce. Ah ouais, ça c'était assez impressionnant. Et puis de l'autre côté, tu as essayé les solutions. Et là, bah, tu as deux choses. Essayer la solution, est-ce qu'elle fonctionne? Est-ce que tu as les moyens, au sens très large, c'est-à-dire financier, l'infrastructure, pour tester ces nouvelles choses? On a eu pas mal d'évolutions de la part de AWS avec Bedrock pour s'en servir un peu plus facilement. On a ChatGPT, tu peux directement t'en servir, Claude aussi, mais Gemini aussi. ouais, tu Donc tout as, le monde tous. propose son API, son SDK, etc. Et, et ça, bah, c'est pas gratuit, déjà. Tout simplement, c'est souvent pas gratuit. Et après, si tu veux faire tourner tes propres modèles type Llama, souvent il faut de la RAM virtuelle ou des grosses infras et c'est difficile. J'imagine surtout en Europe, hein, c'est encore moins facile en Europe d'obtenir des racks ou des GPU. Mais ouais, non, impossible à suivre durant l'année. Je pense que ça sera pas vraiment mieux cette année. Mais est-ce que toi, tu en as sorti quelques apprentissages tout de même pour 2024? Oui, alors déjà, moi je trouve qu'il y a eu aussi, tu vois, là où en 2023, le mot d'ordre qu'on entendait tout le temps, c'était GPT, ChatGPT, etc., etc. Je pense l'écosystème s'est élargi, on a de plus en plus de choses
Je vais prendre des exemples concrets et réels. On a vu le développement du RAG, donc du Retrieval Augmented Generation. Vraiment son développement, son avènement, on commence à avoir des choses maintenant qui sont mises en prod, qui sont matures à l'échelle de l'IA, d'ailleurs mature. Ça veut dire qu'en fait, R&D il y a 6 mois, mais aujourd'hui mature. Donc on arrive sur des choses matures. On n'avait pas arrêté de parler beaucoup d'agents en 2024. J'en ai pas vu beaucoup. Par contre, on a vu beaucoup de nouveaux frameworks d'agents sortir. Et aujourd'hui, on reparle encore d'agents en 2025 en disant que ça va être vraiment, que ce soit Microsoft ou tous les gros acteurs, ils ont que ce mot-là à la bouche, agent, agentique, etc. etc. Tu as même l'agentique RAG. Enfin bon, il y a vraiment... donc un agent, c'est une entité autonome, coordonnée et dirigée par une IA avec un peu de mémoire, une capacité d'action, des outils. Et les grandes entreprises comme Microsoft, Google, OpenAI ou Anthropic sont à fond là-dessus pour potentiellement aller automatiser énormément de choses qu'on fait finalement, que les salariés, les employés font, que ce soit automatiser ton ordinateur, que ce soit... Donc il y a de plus en plus d'agents, moins de chatbots, parce qu'en fait en 2023 là aussi c'était beaucoup, oui, on fait de l'IA, ok, tu fais quoi en IA? Bah on a mis un chatbot, ok. Bon, c'était souvent ça, tu vois, le truc. Et donc ça a un peu évolué, c'est-à-dire que maintenant on a, comme tu disais, je pense qu'il y a un petit peu plus de maturité au niveau des mentalités et du marché, qui est rompu un petit peu au terme, LLM, GPT, etc., etc. Tout ce jargon et cet nouvel écosystème, les gens sont un peu plus matures aussi par rapport à ça. Les entreprises ont testé des choses en 2023, en 2024. Donc on arrive sur quelque chose qui est un peu plus... on arrive à des solutions qui sont un peu moins du domaine pur R&D uniquement, et du truc qu'il faut installer à la main dans un garage sombre et dans des conditions de température et de pression vraiment réglementaires, sinon ça explose. Donc euh, le fonctionnement sous forme de wrapper aussi, où tu appelles des librairies, que ce soit OpenAI, etc. Et puis aussi, moi c'est une grande découverte, c'est les assistants au coding, qui sont devenus en 2024, moi je trouve, exceptionnellement puissants. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, par rapport à ça. Bah ouais, je suis complètement d'accord. Déjà, 2023, c'était la nouveauté en tant que telle, l'innovation. Tout ce qui est, je prends toujours le terme ChatGPT par facilité de langage, mais bien sûr, j'englobe plein de choses à l'intérieur. 2024, je pense qu'il y a eu une compréhension, c'est-à-dire on s'est mis à comprendre comment ça marchait. Donc je ne parle pas que de notre domaine. Nous, on fait de la data, de la tech, de l'intelligence artificielle, on sait un peu comment ça fonctionne, mais aujourd'hui, c'est complètement compris. Aujourd'hui, quand je parle de façon personnelle à mon frère ou à ma sœur, ils savent utiliser ChatGPT, ils m'en parlent, voilà, comme un moteur de recherche indirectement. Alors la logique n'est pas la même, mais déjà ça crée une grande différence. Et puis les gens ont un peu plus confiance et se posent les bonnes questions. Il y a des limitations, on comprend qu'il y a de l'hallucination. C'est pas une personne en tant que telle. Donc ça, je suis d'accord. Et de l'autre côté, effectivement, les assistants en coding, bah oui, c'est impressionnant. Moi, tu m'en parlais déjà depuis, je crois, la fin de l'année dernière un petit peu. Euh, c'est quelque chose qui est dur à peut-être implémenter au niveau des entreprises, mais c'est une vraie révolution. De prime abord, ça fait peur et c'est pas très clair. Je sais pas si tu te rappelles, quand on avait fait la conférence à San Francisco, à un moment, Oui. on avait essayé un GitHub Copilot. Ouais. Donc moi, c'était plus ou moins la première fois que je m'en servais. Ouais. Et en fait, on avait une sorte de TD, enfin des travaux dirigés avec plein de langages. Sauf que le premier langage, c'était du JavaScript. Mm. Moi, je sais pas faire du tout du JavaScript. Moi, je viens du monde de la data, donc c'est Python, R, ce genre de choses. Bah, en fait, ça remplace personne, puisque si tu sais pas faire du JavaScript, tu n'as aucune idée de comment ça fonctionne. Et tu te mets juste à faire un peu comme un idiot du tab, entrée, t'essayes, tu sais même pas comment ça run. Et en fait, tu te sens toujours aussi bête, mais tu te dis, ah, mais en fait, c'est hyper rassurant, puisque le but, c'est pas d'être remplacé, c'est peut-être d'avoir une autre vision, vraiment un assistant. Et c'est pas l'intelligence artificielle ici qui compte. Et on l'a vu avec cette fin d'année, on a trois types de solutions. Aujourd'hui, on a Claude Sonnet qui est vraiment très bon pour fournir du code de façon très générale. Enfin, ça, c'est mon avis personnel. On a O1 qui permet... Alors, ça évolue vraiment avec le temps, hein, mais on a O1 aujourd'hui qui permet vraiment de réfléchir à des Ouais. choses un peu plus
précises, c'est-à-dire quand on a des bugs, on a quelque chose d'un peu plus profond, une réflexion plus poussée, donc ça c'est assez agréable. Et puis de l'autre côté, on a GitHub Copilot, je n'ai pas utilisé Cursor, donc on a GitHub Copilot qui va vraiment permettre de gagner en rapidité d'exécution, à condition, à condition de comprendre ce qu'on fait. Ouais, alors c'est assez marrant parce qu'en fait, ces outils d'assistants au coding, ils ont vraiment explosé au moment où les modèles ont, et notamment je pense à Sonnet 3.5, qui est aujourd'hui encore, je pense, inégalé en termes de code. Alors bon, il y a des nouveaux modèles aussi open source ils se battent beaucoup pour damer le pion à Anthropic Sonnet 3.5. Mais ces outils comme Cursor, et puis il y en a d'autres, là, il y a eu Windsurf, Codium, Bolt, il y en a un qui sort. Il y a eu toute une époque entre septembre et décembre où il y a un nouvel assistant au coding et au développement informatique qui sortait tous les 15 jours. Il y a eu des rachats aussi, il y a eu des grosses levées de fonds. En dehors, moi je les ai utilisés pendant plus d'un an de manière très soutenue. Ça a vraiment des gros avantages et d'énormes inconvénients. Et ça doit être utilisé avec d'extrêmes précautions, surtout en entreprise, pour la bonne raison, comme tu l'as dit si justement, c'est que tu peux avoir une déresponsabilisation du dev et de la personne qui dev au profit de ces outils en se disant bah tiens effectivement je fais du tab, ça remplit le code, ça fait le code, je le fais tourner, ça marche pas. Et donc il y a un peu ce côté-là, il y a une perte de maîtrise de son code, il y a aussi potentiellement un risque de faire de la dette technique. Et ça, on sait que la dette technique, c'est vraiment quelque chose de très toxique pour les entreprises parce qu'on ne le paye pas au début, mais on le paye à la fin. Quand il faut remettre les mains dans la dette technique et recoder des choses alors qu'on ne peut plus rien faire. Donc, moi, je trouve que ça ouvre de nouveaux horizons. Je pense que ça peut et ça doit être utilisé avec vraiment un cadre, surtout qu'aujourd'hui, on voit apparaître de plus en plus des outils qui vont venir pour contrecarrer les effets négatifs de ces outils-là. C'est-à-dire que tu as là, j'ai vu un framework qui justement fait des tests automatiques autour du code que génèrent en fait les assistants au coding pour éviter justement, parce qu'on voit que souvent ils génèrent du code au kilomètre et ils génèrent du code qui est souvent pas tout le temps bon. Ça aussi, on a eu aussi besoin, et les développeurs ont aussi besoin d'apprendre à prompter, parce qu'en fait, le prompt engineering, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est-à-dire qu'entre deux personnes qui ne savent pas, entre guillemets, demander ce qu'elles veulent dans les mots, les termes, les façons de demander à un LLM, tu vas avoir deux résultats complètement différents. Et c'est aussi pour ça qu'il y a pas mal de devs qui ont démarré et qui se sont dit « Oh là, le résultat est nul » et qui ont arrêté parce qu'en fait, ils ne savent pas prompter. Donc, Alors c'est un bon point, et moi je n'ai aucune idée de comment utilisent les autres personnes ce genre d'outils. Moi c'est vraiment des discussions. La grande magie, moi, que je trouve avec ça, nous on reçoit souvent des problématiques business, donc les business stakeholders ont des besoins, et en fait la magie d'utiliser ces outils, c'est de remettre à plat le besoin. C'est-à-dire que moi par exemple, j'utilise de façon quotidienne Pandas sur Python, c'est un exemple. On est obligé d'appeler des colonnes. Souvent, les colonnes, elles sont assez explicites sur son utilisation. L'idée, c'est de remettre à plat de façon théorique le besoin et de poser la question directement à l'assistant de coding ou à ChatGPT, Claude ou ce genre de choses, et de mettre à plat et de discuter avec lui, puisque il faut que ça puisse correspondre aussi à la façon dont on code. Puisque tu as bien raison, la dette technique, si tu fais ton code vendredi et que le lundi, tu n'es pas capable de le relire, c'est que tu rentres dans quelque chose qui est assez dangereux. Ouais. Et c'est un vrai risque. Après, je trouve que c'est aussi super bien pour tout ce qui est création de POC, de MVP très rapidement. Parce que là, on n'a pas forcément besoin de code super propre pour tester une idée. On a besoin juste que ça marche. Pour le debugging, pour la création de contenu, enfin, il y a vraiment beaucoup de choses pour lesquelles ça peut être très très puissant. Mais aujourd'hui, ce n'est pas encore démocratisé dans les entreprises. Moi, je le vois dans tous les rendez-vous où je rencontre des clients, des boîtes, etc. Il y a peu d'entreprises où
où il y a une vraie gouvernance. On en a beaucoup parlé avec Charlotte Ledoux, avec Loudi, la gouvernance de l'IA dans les entreprises. Dans les équipes tech, la gouvernance de l'insertion de ces nouveaux outils, la pratique, la prise en main, la formation, le monitoring et savoir, oui, est-ce que ça me fait gagner ou perdre du temps, quels sont les risques pour mon entreprise, quels sont les avantages, etc. Il y a très peu d'entreprises qui aujourd'hui sont... Il y a toujours aussi cette peur de la data privacy. Le data leakage, c'est la sortie des données. C'est toujours ça. Et en fait, c'est un autre sujet dont on pourrait parler, je pense, pendant des heures. C'est qu'il y a encore des entreprises qui ont du mal à accepter d'utiliser des URL, en fait, d'utiliser les API. Même pas les API, c'est-à-dire se rendre directement de façon la plus simple possible sur OpenAI, ChatGPT, sur Anthropic, Claude. Et balancer du contenu sensible. Voilà, mais au final, les gens arrivent toujours par un moyen détourné à y accéder. Et c'est, je pense, là le plus gros risque, puisqu'ils n'ont pas été sensibilisés entre-temps. Ce qu'on appelle le shadow AI, où en fait, les gens... En fait, dans les entreprises, il n'y a pas de règles particulières, mais c'est ton salarié qui souffle son chat GPT dans son coin parce qu'en fait, l'entreprise n'a pas statué sur oui ou non, ou etc. Donc tu le fais un peu tu sais, les jeunes diraient en scred, quoi. Voilà. Mais ça va beaucoup plus loin que ça, parce qu'aujourd'hui, on a tous des iPhones ou des Samsung et on peut tous accéder à ChatGPT, on a tous l'application maintenant. Donc toutes ces choses font que, il y a eu pas mal de changements. Pour finir, peut-être moi sur l'année 2024, je ne sais pas pour toi, mais j'ai encore du mal à voir concrètement au niveau des entreprises les véritables plus-values. C'est-à-dire qu'on a toujours, par exemple le RAG, cette année c'était un grand sujet. Oui. Et quand le RAG commence à s'instaurer dans les entreprises, on parle déjà des agents. C'est-à-dire qu'il y a une trop grosse, je trouve aujourd'hui, différence entre l'innovation, et il y a deux niveaux d'innovation. Au niveau tech, c'est-à-dire quand Google, OpenAI, quand Amazon sortent de nouvelles choses, la recherche fondamentale, la vraie recherche avec des papiers de recherche, est ce que les entreprises essayent de faire. Je ne sais pas pour toi, mais moi, au Canada, toutes les pubs, tous les softwares aujourd'hui, il y a le mot intelligence artificielle. Ah mais oui, bien sûr. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Parce que ça vend. Parce que ça fait vendre. Peut-être. Mais je suis d'accord avec toi, d'ailleurs, c'est assez marrant, mais dans beaucoup de conférences où je suis allé, c'était, tu vois, je pense à un exemple, mais Le Bon Coin, Adevinta, qu'on connaît et qu'on salue au passage, ils ont une belle équipe tech et ils ont commencé à implémenter des solutions d'IA générative, etc. Mais en fait, il y a beaucoup de boîtes qui ont mis des RAG ou qui ont mis des chatbots pour le support. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, finalement, c'est peut-être pas la solution la plus sexy, c'est peut-être pas le use case le plus... tu vois, brillant et le plus enthousiasmant à implémenter. En revanche, quand tu as une boîte qui dépense tant en support et qu'elle arrive à diminuer d'un tiers ou de 40% ses dépenses en support grâce à ces outils-là, là, en fait, tu as deux courbes. Tu as une courbe où moins c'est sexy, plus ça apporte de valeur. Et j'ai un peu cette autre courbe où tous les effets d'annonce toutes plus dithyrambiques les uns que les autres, et au final, ce n'est pas les choses que tu vas voir le plus rapidement en entreprise, tourner, rapporter beaucoup de valeur, etc. Et aujourd'hui, il y a aussi, ça nécessite pour les entreprises de s'emparer de leur métier avec un S, de leur métier avec un S, de leur workflow, de leur façon de travailler, de leur équipe, parce que ce n'est pas des problèmes technologiques, c'est souvent des problèmes humains. Donc il faut aussi accompagner le changement avec ces humains, les former, il faut rassurer les gens, parce qu'il y a des peurs épidermiques plutôt légitimes, j'ai envie de dire, plutôt légitimes ces peurs. Il faut les adresser, il ne faut pas les mettre sous le tapis, sinon on a une démarche IA qui ne marchera pas. Et il ne faut pas en mettre toutes les sauces de partout, parce que c'est pareil, ça ne marchera pas. Il faut qu'il y ait un réel besoin. Et aujourd'hui, il y a peu de boîtes qui ont vraiment, en tout cas même en Europe, aux États-Unis, je ne sais pas. Je ne pense pas qu'il soit... Il faut voir aussi, j'en avais parlé, c'est que ça s'intègre dans une conjoncture économique qui n'est pas la meilleure en fait. 2024, pour beaucoup de pays, ça a été une mauvaise année. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses. Voilà.
alors là on rentre dans autre chose, mais ouais, la période post-Covid, après vraiment le Covid, c'est de façon générale beaucoup plus compliqué. On a voulu faire plaisir de façon au tech avec le full remote et ce genre de choses. Et aujourd'hui, on voit un gros retour en arrière. Donc le full remote, pour moi, c'est un grand sujet en tant que tel, puisque ça dénote de beaucoup d'informations sous-jacentes. Et, par exemple, l'année dernière, on a eu le retour 5 sur 5 de la part de Amazon. Donc Ouais. ça veut bien dire qu'on a un marché. En fait, ça suppose plein de choses et que le marché économique devient compliqué. Quand d'un côté, tu as tout ce qui est Gen AI qui est vraiment celle-ci, c'est l'innovation, c'est l'avenir. Et de l'autre côté, bah, quand tu regardes sans pour autant regarder dans les comptes de l'entreprise, mais bah, ça va pas si bien que ça. Il faut faire des coupures, il faut faire des choix. Mm. Et ça, on le voit, tu vois. Et moi, Donc, je vois aussi arriver, pas plus tard que ce matin, j'ai discuté avec une entreprise de taille intermédiaire, donc déjà une grosse boîte, un responsable technique qui me disait, bah, tu vois, Pierre, moi, déjà, pour mon objectif d'embauche de développeur, soit il est gelé, soit il baisse. Parce qu'on ok, utilise ces outils d'assistant au coding et on se dit qu'on aura peut-être besoin de moins de monde. ouais, Donc, ok. et je pense que c'est en train d'arriver dans les grosses boîtes, dans les boîtes ultra tech, dans les startups, et ça arrivera à un moment donné. Donc, c'est aussi une question importante, c'est ce marché de la tech, du développement, du software engineering, il est en train de se retourner. Et la vraie question, c'est sous quel horizon, en fait, on va continuer à être, les software engineers vont continuer à être bancables. C'est des vraies questions. C'est des vraies questions. Moi, en toute honnêteté, je pense que je suis trop jeune. Je suis persuadé qu'il y a eu d'autres crises qui ont existé. Mais effectivement, réduire le nombre d'employés pour de l'intelligence artificielle au sens très large, c'est une solution très court-termiste. Et j'ai l'impression qu'avec, mais là j'ai peur qu'on rentre dans quelque chose de trop profond, mais avec l'intelligence artificielle, on rentre dans la dichotomie entre le besoin court-termiste en tant qu'humain et le besoin plus long terme en tant qu'entreprise. C'est-à-dire qu'on a fait on se rend compte en fait du gain de productivité qu'on a pu associer à l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on va plus vite, ou du moins on a l'impression d'aller plus vite, et donc comme on est plus productif avec moins, on a besoin de moins d'employés. Sauf qu'à la fin, si tu n'as pas d'employés ou de freelance ou de ce que tu veux, bah il va y avoir un caillou dans les rouages finalement. Et moi, c'est le risque que je vois actuellement. Et ça, on en a Et parlé avec Flavien, beaucoup, ouais, ouais, dans bah, un on a de nos parlé de épisodes. beaucoup, beaucoup de choses. Et on a aussi parlé un peu des perspectives de 2025. Et peut-être qu'on peut avancer Bah sur oui, ce sujet. c'est quoi dans ta boule de cristal Bah, moi, c'est pas des boules de cristal. Moi, j'ai trois sujets qui vraiment m'excitent en fait, ou que j'ai envie de voir cette année. Il y en a deux qui ont déjà commencé à exister l'année dernière. Bah, c'est les Small Language Models. Donc, Ouais, en tant que tel, c'est aujourd'hui, je suis convaincu qu'on n'a pas besoin d'avoir des. Comment expliquer. On est dans une course de mon modèle est le plus gros. euh, en termes de paramètres, en termes de En termes puissance de finalement. tout, de Ouais. tout, et on le voit aujourd'hui, bah, comment on parle de O3 chez OpenAI, GPT-5 potentiellement. Euh, on le voit aussi dans les, alors là c'est un grand sujet aussi, mais dans les fenêtres de contexte. Mhm. Euh, L'année dernière, alors il faut que je retrouve l'information, je ne l'ai pas sous les yeux, mais l'année dernière, on avait à peu près un contexte de 4000 tokens, si je dis pas de bêtises, peut-être même 2000. À la fin, à la fin de cette On année, est, ouais, bah, là, on est sur presque 1 million de tokens. Il y a certains on est, modèles. il y a des Ouais. modèles qui vont jusqu'à 2 millions. Donc on a, je crois, j'ai pas les noms en tête, je lis en même temps, mais je crois que c'est Gemini 1.5 Gemini est très Pro. gros. Ouais, ouais. Et même, en fait, les GPT, ils font 128 000 tokens. Ouais. Mais avec un token de sortie qui est moindre. Bon, ça c'est du détail, mais ça veut dire qu'on a fait un gap qui est... Enfin, je sais pas si on est capable de se rendre compte en un an de l'évolution que ça veut dire. Non. Quand tu as 2000 tokens, ça veut dire que tu peux utiliser à peu près 1000 mots. Mm. Je la fais très brève. Quand on a 128 000, tu peux mettre des pages de texte. Et indirectement, ça rend beaucoup plus utilisable, pas plus performant, plus utilisable ces technologies. Mm. Alors oui, c'est mieux, mais c'est trop usine à gaz. Et on n'a pas besoin de toute cette connaissance pour des besoins particuliers. Donc moi, j'ai vraiment des attentes là-dessus. Moi, par exemple, Donc Phi 3. des modèles de langage plus petits. Plus petit et peut-être un peu plus spécialisé. Déjà plus petit, parce que j'ai pas besoin d'un Mais c'est modèle la grande intelligent. question en fait entre les modèles spécialisés et les modèles qu'on appelle God model en fait, de modèles dieux qui savent tout faire, Bah, multimodaux, la voix, l'audio, la vidéo, l'image, le structuré, et puis de l'autre côté des modèles ultra spécialisés.
Moi, les multimodaux, ça m'intéresse. Puisqu'il y a d'autres enjeux. Tu peux discuter avec, tu peux voir, tu peux mentionner des photos et c'est vraiment intéressant. Par contre, pour discuter, comme on pouvait utiliser ChatGPT il y a un an, oui, ça n'a pas besoin, à mes yeux, d'être aussi gros. De l'autre côté, moi, ce qui m'intéresse profondément, c'est les VLM. Donc, les Visual euh, Large Models, c'est les modèles où tu mets en place des photos, des vidéos, par exemple Sora. Et ça, c'est aux antipodes des small language models. C'est-à-dire que c'est hyper énergivore. Ils sont énormes et Ultra. énergivores. Ouais. Et c'est pour ça aussi que l'API de Sora n'existe pas pour le moment, très certainement pour ces raisons. Mais c'est super excitant puisque c'est... Je ne parlerai pas d'AGI puisque je suis vraiment pas à l'aise avec ça, mais je suis persuadé que ça va avoir des vrais impacts sur la robotique. Voilà, moi je parle de robotique plutôt. Donc si tu arrives à connecter agent, visual model, modèle de langage, tu es dans quelque chose qui est quand même assez complet, assez complexe. Et en dernier, alors là je sais pas si tu sais un peu cet univers-là, mais moi j'adore les jeux vidéo et, on est de plus en plus, on fait de plus en plus face à des world models. Mhm. Donc c'est des modèles qui s'auto-génèrent. Mhm. Donc toutes ces choses-là, c'est vraiment ce que j'attends pour 2025 et c'est pas spécialement de la productivité ou pour le monde du travail, c'est en fait l'intelligence artificielle pour moi ça change le monde, mais pas que le travail. Mhm. Je sais pas pour toi. Moi, j'ai fait sur cette fin d'année, j'ai beaucoup utilisé les API des différents providers en solution à moitié sur étagère, SDK, API, mais en tout cas en solution propriétaire, que ce soit OpenAI, Anthropic, Google, puisqu'ils sont les trois premiers finalement, qui seront les trois plus grands aujourd'hui. Et je me suis mis un peu sur la fin à utiliser des LLM open source, donc via GinkFace, via différents outils, que ce soit des Llama, des Mistral. Et là, de plus en plus, je travaille avec la librairie qui optimise, qui s'appelle MLX, qui optimise sur les Mac, parce que moi j'ai un Mac, comme 93% ou 15% des développeurs. Donc avec MLX, tu as des optimisations qui se font et tu as la possibilité de faire tourner. Finalement, ce que je veux dire, c'est que j'ai commencé à mettre le doigt dans l'engrenage d'héberger ton propre modèle. Et je trouve que c'est... Je pense qu'il va y avoir quelque chose ça va vraiment beaucoup se développer pour différentes raisons. Les puissances de calcul deviennent de plus en plus grosses, non, de plus en plus Monstrueuse. petites. C'est-à-dire que là, Nvidia, au CES, au moment où on parle, ils ont annoncé une espèce de boîtier qui est grand comme 4 paquets de cigarettes et qui est l'équivalent en termes de puissance de 1000 ordinateurs portables assez puissants. Donc, je pense qu'en 2025, on va, ou dans les 1 ou 2 années à venir, je vois très bien le fait qu'on puisse avoir un boîtier comme ça dans son entreprise ou dans sa maison et bientôt dans sa poche, en fait. Parce que le truc, il a en consommation 1350 watts quand même. Donc, voilà. Mais ça fait quand même plusieurs ampoules. Mais quand tu pourras avoir l'intégralité du savoir humain dans 4 paquets de cigarettes hébergés au milieu de ton entreprise, que tu pourras pas entraîner, pardon, mais fine-tuner des modèles extrêmement puissants, distiller de la connaissance de modèles plus gros vers des modèles plus petits, faire des RAG et ton RAG privé, pouvoir avoir tous ces outils-là en fait en local, je pense qu'on va déverrouiller un maximum toutes les craintes et les peurs des entreprises quant à la data privacy, la RGPD, la gouvernance des données, le secret industriel, etc., etc. Donc je pense qu'il va y avoir de plus en plus un mouvement vers ça. Et honnêtement, je trouve ça vraiment aussi... parce que ce côté boîte noire des providers, il est bien parce que tu peux coder vite des choses, tu appelles une URL, bing, tu as un résultat, ça marche. Mais demain matin, ils veulent augmenter leur prix de 100%. Ils peuvent. Notamment, il y a eu un événement politique aux États-Unis majeur cette année, avec Ah bon? voilà, quelqu'un. Lequel? Et en fait, on est en droit de se poser les questions par rapport aux droits de douane, par rapport au côté protectionniste, impérialiste aussi, mais voilà, protectionniste qui pourront avoir les Américains par rapport à leurs outils et leurs technos. Et aujourd'hui, on n'est pas du tout souverain en France, en Europe. Et je trouve que remettre l'usage de modèles locaux et de pouvoir, tu vois, avoir tes propres outils et la main et pas dépendre finalement trop de solutions
externe, je me dis que c'est peut-être pas mal dans le monde 5.0 dans lequel on va rentrer là. Alors moi je suis complètement d'accord avec toi, mais c'est aussi, ce n'est pas ce que je mentionnais moi par exemple pour les small language models, et c'est hyper intéressant ce que tu mentionnes puisque tous les modèles ne se valent pas et la puissance de calcul elle augmente. Par exemple, là toi ce que tu dis c'est que notre puissance de calcul elle augmente grâce à Nvidia, grâce au Mac, et on peut faire tourner des modèles plus puissants en local. Et ça c'est super pertinent puisque bah, pour toutes les qualités que tu viens de présenter. Et moi de l'autre côté je suis en train de mentionner que on n'a vraiment pas besoin de ces modèles-là. Et ça, c'est un point intéressant puisque, par exemple, Meta avec Llama, ils ont sorti un modèle à 8 milliards Ouais. de paramètres. Et en fait, ils le vendent comme un petit modèle. Et mais à mes yeux, pour moi, c'est pas un petit modèle. C'est Ah, pas un modèle qui ouais, peut c'est déjà tourner un gros sur un modèle. téléphone. Non, non, bien C'est sûr. déjà un gros modèle qui pourra tourner Mm. sur les plus grosses machines en local, Mm. sur les outils de Nvidia. Mais aujourd'hui, c'est l'exemple le Tu plus as des facile que modèles j'ai. de 360 millions de paramètres. T'as Je Qwen, pense à. Ouais, t'as Qwen, d'Alibaba, qui est la euh, Chine. ouais. Alors, Alors oui, c'est alors ça aussi, on pourra en parler. Hein. Ouais, c'est la Chine, mais voilà, tu as 0,5 milliards de paramètres. Mm. Bah ça, potentiellement, ça rentre sur un téléphone, ça rentre sur, j'abuse un peu peut-être, un Raspberry Pi, tu vois. Mm. Et ça ouvre d'autres voies et Mm, c'est mm, vraiment mm. beaucoup moins énergivore. Donc, La course à l'énormité, j'écoutais un super podcast que je vous conseille aussi, mais qui est en anglais, qui est le podcast de Swix qui s'appelle Latent Space, qu'on avait rencontré à San Francisco, et qui organise cette conférence AI Engineer à San Francisco, à New York. Ils sont très très forts. Il a un podcast qui s'appelle Latent Space et il en parlait, il disait cette course effrénée au plus gros modèle, à la toute puissance, elle est en train de freiner par contre. Mais tu as raison, en fait, par le bas, on commence à avoir des modèles de plus en plus spécialisés ou des modèles des modèles plus petits pour travailler ce qu'on appelle en edge finalement. Donc avoir ton modèle au plus près du consommateur, que ce soit dans sa poche avec son téléphone, dans son ordinateur. On voit apparaître avec du web GPU la possibilité d'avoir des modèles qui tournent dans ton navigateur web. Donc ça existe aussi. Donc je suis assez d'accord avec toi qu'on va vers ce type de choses-là. Après, moi, je pense que les agents, 2025 va être l'année, finalement, des agents, après en avoir parlé 3 ans, ou plus même. Après, il faut faire attention à ce qu'on appelle agent aussi. Parce qu'en fait, ouais, c'est ça. aujourd'hui, c'est tellement sexy que je tweetais un truc comme ça où je disais Je suis euh, d'accord. 2020, j'ai fait une boucle for, if, machin. 2023, j'ai simplement appelé ChatGPT. Et 2024, j'ai fait un agent super complexe. En fait, souvent, il y a des gens qui mettent, et des entreprises qui mettent sur leur solution agent en avant, alors qu'en fait, c'est une automatisation assez basique et qu'il n'y a pas d'IA. Et ce n'est pas vraiment des agents. Voilà. Ouais, c'est ça. En fait, hier, je lisais un article d'une personne en tech qui travaille depuis 20-25 ans et qui explique en fait comment il a consommé l'intelligence artificielle depuis 20-25 ans. Ouais, ça va Et être en fait, marrant à un ça. moment, il lisait un livre quand il sortait d'études, donc en 2003-2004, je n'ai pas le nom là sous les yeux, et en fait, on parlait déjà d'agents. Ouais, Donc en fait, c'est des mais bien sûr. phénomènes qui existent depuis toujours, et Mais c'est bien sûr. juste la puissance de calcul et certains providers, parce qu'aujourd'hui, on peut parler de providers pour OpenAI, qui propose ce type de solution. Moi, de façon hyper simple, un agent, c'est juste euh, deux personnes non humaines qui discutent entre elles et qui savent juste faire un Ouais, choix à la fin. ouais, Voilà, après, on ouais, peut ouais. étayer, on peut en discuter pendant 2 heures, mais Mais si je vous pense avez... que ça va quand même se développer parce qu'on voit, moi j'ai testé un outil qui s'appelle Brother Use. Il y a aussi Ok, Anthropic, OpenAI, tous les grands providers qui sont en train d'essayer de faire une jonction et de prendre le contrôle un peu. Il y a Google avec le projet Mariner, de prendre le contrôle de l'ordinateur pour pouvoir justement faire de l'automatisation et mettre ce type d'agent. En fait, tu pourras lancer un agent et tu lui dis, bah tiens, je sais pas, commande-moi un billet d'avion Paris-New York pour telle date. Et il va le faire bah, à en ta fait, place. c'est Tu vois. hyper intéressant. Pour moi, il y a deux choses. La première chose, c'est par exemple quand on en a parlé aussi avec Rémi Louf avec Outlines, le fait de structurer les sorties, c'est un énorme pas vers la discussion Ah entre bah oui. deux ordinateurs. Et Bah de sinon, l'autre sans ça, côté, c'est impossible. ah, déjà c'est ça, et la normalisation, c'est-à-dire que si Ouais. tout le monde se met à utiliser, alors j'extrapole un peu, je pense que c'est bien plus compliqué, mais si toutes les entreprises, tout le monde utilise des API qui à la fin font des outputs structurés avec des intelligences artificielles au sens très large, bah tu ouvres la voie potentiellement
à une discussion d'agents. Mm. Et en fait, tu fais face à des... Tu feras... Alors, encore une fois, désolé, je m'avance aussi, mais tu feras peut-être face à des AI API. Je ne sais même Oui, pas comment on peut les appeler, mais oui, en bien fait, sûr. des API un peu nouvelle génération qui sont plus dynamiques Elle sera beaucoup qu'une... moins structurée ou gravée dans le marque qu'une API REST ou que GraphQL, mais en fait, elle pourrait être genre un peu polymorphe et C'est ça. s'adapter à la demande en fait. Et puis, tu le vois arriver, c'est intéressant ce que tu dis, parce que tu as Anthropic qui a lancé une idée de protocole avec MCP. Ok. Et en fait, on commence à voir, les providers, les fournisseurs de solutions API se sont tous calés sur l'API d'OpenAI, tu sais, pour faire leur SDK, pour Ok. que en fait, personne n'ait besoin de vraiment trop changer les appels, etc., les paramètres. Donc en fait, tu as une consolidation de l'écosystème en 2024 qui va se poursuivre en 2025. Ok, Tu c'est commences intéressant. maintenant à avoir des frameworks agents, que ce soit Crew AI, que ce soit LangGraph. Tu commences à avoir des frameworks d'agents qui commencent à être plus matures, mieux conçus, moins de l'ordre du professeur Géo trouve tout dans son garage. Tu vois, si tu veux un peu l'image, ça parle aux vieux, mais pas aux jeunes. Mais bon, bref, c'est vraiment une référence de vieux. Et donc, je pense qu'il va vraiment y avoir. Moi, j'ai testé ces outils et je vais en faire à la fois pour m'amuser, parce que je trouve ça vraiment passionnant, mais tu vois, faire un agent qui va faire ta veille automatiquement pour éviter d'avoir à scroller Twitter, X ou LinkedIn et faire le tri moi-même des choses qui sont intéressantes ou pas intéressantes. Donc je pense que ça va ouvrir un potentiel énorme. Mais par contre, on va en parler beaucoup, mais en fait, je pense que par contre, les entreprises ne vont pas du tout les adopter, pas avant 2 ou 3 ans. En fait, je pense que les entreprises, elles vont être complètement perdues. À un moment, on a vécu la même chose avec le machine learning. C'est est-ce que tu fais une régression linéaire ou est-ce que tu fais du deep learning, tu vois. En réalité, et c'est un peu la distinction entre RAG et agent actuellement. Tu vois, c'est un exemple facile. Le RAG, on est beaucoup plus... Au vu de ce que tu m'as dit, on pourra plus facilement montrer la valeur au sein d'une organisation, au sens Oui. très large. Tu vois. Un agent, c'est beaucoup plus difficile. Et Mm. puis l'agent, ça va avoir de grandes vertus hyper court-termistes, mais sur le long terme, ça a des vrais problèmes. Cette histoire de veille que tu me mentionnes, moi je fais la veille une fois par semaine, où je fais un article sur LinkedIn. Il est lu, il n'est pas lu, peu importe, mais finalement, je m'en sers moi, c'est-à-dire que je condense en 5 news. Je le sais, je le consomme. Mais aujourd'hui, avec les agents, tu prends le risque que en fait, l'humain n'ait pas d'interaction intellectuelle. Donc là, on parle de la veille, mais ça pourrait être de n'importe quoi. Et là, on a un risque d'être tiré vers le bas. Mais En fait, ça, c'est vraiment un problème presque philosophique et ouais, je sociologique. C'est pense. que le fait de retirer l'expertise, qu'on se la fasse souffler, tu vois, un peu par ces IA, que ce soit dans le domaine du dev ou que ce soit dans plein d'autres domaines, la création, le marketing, la Le vidéo, la textile, musique. la- tout. En fait, les usines, Ouais. automatiser les process, c'est la même chose. Où va l'expertise de l'humain? Donc si elle monte dans la chaîne de valeur, c'est bien. Si au contraire, en fait, on se repose tous sur... Et on le voit déjà, regarde sur LinkedIn le nombre de prospections automatiques sans âme, complètement écrit au chat GPT et tu t'en rends compte immédiatement, ou le genre les gens qui te répondent sur tes posts, mais c'est des réponses automatiques, parce qu'en fait, les gens, ils ont eu de l'automation, des agents, tout ce que tu veux, mais en fait, il n'y a aucune intelligence derrière. En plus, c'est fait par des gens qui ne maîtrisent pas ces outils. Au final, tu as une tendance à un abaissement général du niveau qui est et puis on se défausse en fait de notre intelligence, de notre libre arbitre, de notre capacité de décision, de choix, de notre affect, de nos coups de gueule, de nos coups de cœur. C'est vrai. Ouais, t'as complètement raison. Et en fait, ça me refait penser à cette histoire-là. J'ai parlé du textile, mais c'est la même chose. À un moment, tu industrialises quelque chose. C'est ce qu'on est en train de vivre indirectement avec l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on automatise énormément de process, beaucoup plus que quand on faisait juste du dev, j'imagine. Et à la fin, tout va coûter moins cher, donc en termes d'employés. Mais hier, on achetait des habits moins chers que quand c'était fait main. Et 10 ans, 20 ans après, on te met en place les problèmes d'écologie. Alors, j'extrapole encore une fois, les problèmes d'écologie, qu'il faut faire du made in France, à l'intérieur du pays, il ne faut pas envoyer en Chine. Et en fait, tu vends avec une prime le fait que ça soit fait main, tu vois, fait dans ton pays. Et peut-être que c'est ce que nous, on vendra demain en tant que tel, Les de développeurs, dire, on marquera
On est des vrais développeurs. Sur un software, on marquera fait maison, garantie sans IA. Ouais. Garantie Fait sans IA, fait Claude, main. sans OpenAI, sans... C'est peut-être ça l'avenir. C'est ridicule puisque c'est ce qu'on fait depuis toujours. Mais peut-être que l'avenir sera ça finalement. Je sais pas. Je Ok, là, pense on va que peut-être- moi j'ai des craintes sur le point de vue sociologique et social. Euh, moi, je vais essayer d'automatiser 70 à 75% de mon travail de CEO cette année. Ce que j'aimerais, c'est à la fin de l'année être capable de me dire que j'ai 2-3 petits agents qui ont identifié les tâches que je fais en permanence, etc. Et en fait, en faire le moins possible. Pas parce que je suis fainéant, enfin si, peut-être un peu, mais juste parce qu'en fait, j'ai envie de voir jusqu'où la techno va aller. Parce que ce qui est sûr, c'est qu'on est en train de scier la branche sur laquelle on est assise, en fait. Et le problème, c'est qu'il est sûr, c'est qu'on ne peut pas aller contre ce mouvement. En fait, c'est aussi ça. Donc si on ne peut pas aller contre ce mouvement, mieux vaut quand même le connaître en avance de phase pour pouvoir mieux s'y adapter. Mieux y adapter les gens que tu apprécies autour de toi et avec lesquels tu as envie de continuer à travailler pour pouvoir les former, les adapter, trouver des nouveaux business models potentiellement qui n'existent pas aujourd'hui, qui existeront demain, plutôt que la théorie, la philosophie de l'autruche qui se met la tête dans le sable. Ça, c'est un peu mon avis. Mais je pense qu'il va y avoir des... On parle déjà de questions de revenus universels basiques, UBI, parce qu'il va y avoir des gens qu'on ne pourra pas adapter ou réadapter dans la société de demain. Et en fait, il faudra savoir, mais en fait, on fait quoi? C'est quoi ce qui définit demain, ça va être quoi quand il n'aura plus de travail potentiellement? Et après, tu as tous les gens qui te disent, ouais, mais de toute façon, c'est une énième révolution industrielle, on a toujours vécu ces révolutions et on s'est toujours adapté. C'est pas la même. Encore une fois, Non, c'est pas la même. et Flavien le disait aussi au dernier épisode, Ouais. c'est que ça va juste trop vite. Trop vite. Et là, si je comprends bien, pour toi, on est en train de scier notre propre branche. Et il y a des personnes qui doivent se préparer à tomber, donc à essayer de Ouais. retomber sur leurs pattes, et d'autres qui vont essayer d'attraper une branche en tombant. Ouais, ou d'attraper une autre branche, mais c'est des vraies questions. Hein. C'est des vraies questions. Parce que si dans les entreprises, moi j'ai une entreprise qui nous a sollicité, Flint, pour faire un audit de tous ces systèmes, ces workflows, de faire des ateliers avec tous les départements de l'entreprise et cartographier et regarder à quel endroit on pourrait mettre de l'IA générative ou pas, à quel endroit on pourrait avoir des quick wins, des retours sur investissement, des choses intéressantes. Mais si tu mets ça à l'échelle et que tu le fais et que tu optimises absolument tout avec des agents, de l'automatisation, de l'intelligence, des larges langages modèles, peut-être des gens qui superviseront, tu vois, ces outils-là. Plutôt que d'être développeur, on sera peut-être dompteur ou dresseur de LLM. Mais si Bien au sûr. final tu pousses vraiment un peu plus loin, il y a des gens aujourd'hui en Silicon Valley, ils disent la licorne ou la boîte qui va faire 1 milliard d'euros, une valorisation d'1 milliard, une licorne qui sera créée par une seule personne, existe probablement déjà. Donc il y a une personne qui va créer sa boîte et qui va la faire devenir tout seul, avec ses outils, avec ses IA, etc., à un niveau d'1 milliard de valorisation. C'est ça leur objectif, en fait. C'est une productivité qui est fois 1000. On ne parle même plus de 10x engineer comme on en parlait de l'ingénieur 10x il y a 2-3 ans. Ouais. Aujourd'hui, tu as des gens sur Twitter qui y mettent ingénieur 100x ou 1000x. Donc c'est sûr que c'est un peu questionnant. C'est un peu questionnant. Et c'est philosophique, hautement philosophique. Parce qu'aujourd'hui, peut-être que le monde, c'est peut-être trop loin, mais comment il tourne, il n'est pas fait pour répondre à ces questions, tout simplement. Puisque, bah, par exemple, tu vois, quand tu fais une cartographie, l'objectif c'est de faire des quick wins pour des budgets, des années fiscales qui suivent, tu vois. Mais sur le moyen terme, disons 5 ans, bah, tu tiens vraiment vers le bas l'innovation. Ouais, c'est des questions trop compliquées pour y répondre pendant un podcast, je pense. Il nous Non, faudrait y répondre pendant le sommet sur l'IA qui va se dérouler au mois de février en France, là. Sommet ah ouais, national sur ok, l'IA. j'étais pas au courant, bah, ne nous oubliez pas, on est disponible. Ouais, et voilà, est-ce qu'on peut parler peut-être des prochains épisodes Ouais, de on a un notre année? super épisode qui va arriver avec quelqu'un qu'on aime bien et ça va totalement changer. C'est par rapport à l'IA et l'audio.
du coup. Donc on n'en dit pas plus, on ne dit pas à quel invité c'est. On dit pas. Mais voilà, ça parle d'audio et d'IA, et c'est assez cool. Et je pense que c'est un domaine qu'on n'avait pas encore trop exploré, mais c'est vraiment très, très intéressant. Et puis, moi, personnellement, je pars aux États-Unis une dizaine de jours, fin janvier, début février, pour y rencontrer plein de gens, être toujours à l'affût des nouvelles techno et les rapporter, et être capable de les rapporter dans mes valises en France aussi, en faire profiter à nos clients, mais de vraiment avoir l'avant-garde de l'innovation, de ce qui fait là-bas, et ce qui nous arrivera, par la suite. Bon, on va continuer nos épisodes au rythme d'un par mois, à suivre ces annonces. On regardait la frise tout à l'heure, Thomas, c'était la frise des sorties ou annonces de sortie de modèles sur toute l'année 2024 classées par mois. Et en fait, c'est assez incroyable, c'est que la courbe ne cesse d'augmenter. C'est-à-dire qu'en fait, en décembre, est sorti, j'ai dû scroller dans la page, il sortit 25 modèles différents, en fait. Donc il y a une explosion en termes de sortie aussi, de nouveaux modèles. Aujourd'hui, tu as presque tous les jours, tu as un nouveau modèle qui sort, qu'il soit open source ou pas open source. Donc oui, je pense que ça va être passionnant. Je pense que ça va être toujours plus ébouriffant. Mais j'espère qu'on sera un phare dans la nuit pour vous éclairer. Ouais, j'espère que cette année, on pourra vous présenter aussi des retours sur le RAG. C'est vraiment quelque chose qu'on voit partout en entreprise. Je pense toujours après un an, on peut avoir des ROI, des retours sur investissement concrets. Donc c'est vraiment intéressant. Les agences, c'est un sujet qui nous paraît essentiel à mentionner. Alors, est-ce que début 2025... Ça pourrait être intéressant de prendre un fondateur de framework qui vienne nous expliquer sa vision, à quoi ça peut servir, à quoi lui il voit déjà des usages, comment il les perçoit plus tard et tout ça. Donc on va essayer de vous trouver des super invités. Donc voilà, et puis bien sûr des modèles tout le temps, tous les jours. Pourquoi ne pas faire venir des gens sur ces sujets-là? Donc, carrément. En tout cas, on tenait à vous remercier, Thomas et moi, parce que vous nous écoutez, regardez, écoutez de plus en plus. Ça fait à la fois plaisir à nos invités, forcément, mais ça nous fait aussi plaisir dans le choix et le travail qu'on fait, Thomas et moi. Donc merci beaucoup. Si vous aimez bien, n'hésitez pas à nous suivre, à nous regarder sur YouTube, à mettre une petite étoile par-ci par-là. Ça peut vraiment nous aider et n'hésitez pas à diffuser ce podcast autour de vous, en tout cas. Merci Thomas. Merci Pierre, et encore belle année. Belle année à toi. Salut.